moi, c'est ce que j'essaie de dire dans mon travail depuis maintenant plusieurs décennies. Hein, c'est-à-dire qu'on peut repérer un ensemble donné à ce que j'appelle quelques grands principes. C'est-à-dire, dans le fond, à partir de quoi se structurer la civilisation, ce qui sert de ciment au vivre ensemble. Et on voit bien comment, moi je dis, il y a trois grandes valeurs qui marquent la modernité, pas d'une manière forcément consciente, hein, dans l'inconscient collectif. C'est précisément la prévalence de la raison, c'est ce qui a assuré la performativité de cette modernité, c'est-à-dire finalement, parmi les multiples paramètres qui constituent l'humanité et chaque individu, la modernité va essentiellement mettre l'accent sur le rationnel, voire ce qui va aboutir à une conception purement rationaliste du monde. Je pense que la vraie racine, c'est déjà dans Saint-Augustin. Ensuite, on peut trouver un autre moment important qui est Descartes, le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Les grands systèmes sociaux du XVIIIe siècle, en quelque sorte, éprouvent philosophiquement ce rationalisme, et les systèmes sociaux du XIXe l'appliquent. Voilà, donc premier point, rationalisme. Deuxièmement, une conception du temps qui est tournée vers le futur. C'est-à-dire ce qui va faire que c'est demain que la société sera parfaite, que l'on arrivera à la béatitude et tout à l'avenant, et ce qui va culminer, alors d'abord dans la tradition chrétienne, c'est le messianisme, et puis peu à peu ça va se profaniser, ça va devenir profane, et ça va être le mythe du progrès qui culmine au XIXe siècle. On va penser à la fois l'individu et la société, toujours en fonction de ce à quoi il arrivera un peu plus tard. Comment, à partir de cette raison souveraine, eh bien, il y a la tension, la mobilisation de l'énergie individuelle ou collective pour le futur. Un peu en quelque sorte les deux grandes caractéristiques modernes. La troisième raison, progrès, travail. C'est-à-dire, on voit là encore comment, dès la Bible, le travail est donné comme objectif à l'homme, tu vas gagner ta vie à la sueur de ton front, et puis comment, progressivement, ce travail qui était une nécessité, voire un supplice, tripalium, hein, ça voulait dire la croix, va devenir ce qui, au XIXe siècle, sera appelé la valeur travail. Là encore, je le rappelle, c'est une expression de Karl Marx, et c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Voilà le tripode, hein, encore une fois, raison, progrès, travail, qui vont constituer les grandes valeurs modernes. Il y a, de mon point de vue, saturation de cela. Et c'est ce qui fait qu'on accède à ce qu'il est convenu d'appeler la post-modernité. C'est-à-dire ce qui arrive après cet ensemble-là. Eh bien, alors, ce que je viens de dire, avec ces mots ou avec d'autres, il y a accord. Les trois mots que je vais proposer maintenant sont beaucoup plus ambigus, puisque c'est à l'état naissant, si vous voulez. Donc c'est plus tard qu'il faudra vérifier si cela est juste ou non. Mais disons que, moi je dirais que ce n'est plus simplement la raison qui prévaut, mais l'importance de l'émotion, l'importance des passions sous ces diverses formes. J'appelle cela, moi, la raison sensible. C'est-à-dire une conjonction de cette capacité de penser, de raisonner, mais en même temps, les sens en leur entier participent de cela. Voilà le premier point, si vous voulez, qui est la première grande tendance. La seconde tendance, c'est que ce n'est plus la foi en l'avenir, c'est vivre le présent. Et là encore, il n'y a plus une projection de l'énergie vers quelque chose qui serait à atteindre un peu plus tard, mais au contraire, s'employer à jouir, à vivre ici et maintenant. Et là, il y a une tendance qui, à mon avis, est une tendance forte, ce présentéisme, cet hédonisme, de multiples manières, l'accent mis sur le qualitatif de l'existence. De la même manière, troisième terme, ce n'est plus simplement le travail qui permet la réalisation de soi, mais regardez comment arrive le mot création. L'idée de créer, de faire de sa vie une œuvre d'art, la créativité sous ses diverses modulations. Alors, vous m'avez demandé ce qui différencie la modernité de la postmodernité. Ben, voilà, c'est ces trois mots. Hein. Au travail succède la création, à la foi en l'avenir, au progrès succède le présent, à la simple raison succède l'imagination, les émotions, la raison sensible. Je suis d'accord, c'est l'idée qu'il y a retour de la spiritualité, pas simplement de la religion, hein, qui serait simplement la verticalité, la loi du Père dans la tradition judéo-chrétienne, mais alors spiritualité, moi je préfère dire religiosité.
c'est-à-dire Dans quel sens? dans le sens que je vais dire, hein, c'est-à-dire une forme de syncrétisme, ce que l'image de la mosaïque, hein, c'est-à-dire que, prenons cet exemple de cette cité très rationaliste qu'est Paris, et où vous avez des propositions de faire du yoga, du tantrisme, du bouddhisme zen, du candomblé brésilien, du cri primal. Vous voyez, en fait, toutes ces choses de cet ordre traduisent bien le fait qu'on ne peut plus réduire la vie au quantitatif, on ne peut plus le réduire simplement à la simple raison, mais on se rend bien compte qu'il y a le prix des choses sans prix, hein, qu'il y a nécessité de l'immatériel sous ces diverses modulations. Alors je verrai dans ce retour de l'immatériel la forme contemporaine de la spiritualité ou de la religiosité, hein, ce que j'appelle moi matérialisme mystique. À la fois avoir le souci du bien-être et des préoccupations de type spirituel qui nous constituent en tant que tel. Pourquoi cette tradition retrouve-t-elle une force et vigueur? Je dois avouer que je ne sais pas répondre à la question du pourquoi. Je peux uniquement utiliser un terme que j'utilise fréquemment, qui est l'idée de saturation. C'est-à-dire le mécanisme de la saturation qui fait que les grandes valeurs purement rationalistes qui ont marqué les temps modernes, ça a marché, ça ne marche plus. Ça a payé, ça ne paye plus. C'est-à-dire un peu par fatigue, par usure. Et le mécanisme de la saturation montre que dès lors, on va voir revenir des choses qu'on avait cru dépasser. Tendre à l'universel, respecter les spécificités, tout d'abord, moi je ne crois pas qu'il faille tendre à l'universel. Parce que l'universalisme, c'est ce qui caractérise en quelque sorte justement l'occidentalisation du monde. C'est-à-dire, à partir du XVIIIe siècle, on a imposé les valeurs concoctées dans un petit canton au monde en son entier. Voilà ce qu'est l'universalisme. Moi, je pense qu'il y a ce que j'appelle le polythéisme des valeurs, le polythéisme des cultures, c'est-à-dire que chaque culture va avoir sa spécificité, sa singularité, vivre cette différence. Et ça, c'est le vrai problème qui est le nôtre, parce qu'on sait gérer l'homogène, on ne sait pas gérer l'hétérogène. Et il va falloir apprendre à gérer l'hétérogène. Et que nous sommes dans ce moment même où on est en train de quitter l'universalisme européen, qui a été paranoïaque, qui a été prétentieux, qui a imposé ses valeurs au bout des baïonnettes des soldats, dans les cales des marchands, avec la Bible des missionnaires. C'est une espèce d'imposition qui a été faite au monde en son entier. Les deux dates que je voulais dire, je ne les ai pas dites. 1868, quand l'empereur Meiji ouvre ses ports obligés aux navires européens, quand il fait venir les juristes prussiens et lyonnais pour faire la constitution Meiji. 1888, quand le Brésil met sur ses bannières le mot d'ordre d'Auguste Comte, ordre et progrès. Voilà l'universalisme. Alors que, sans qu'il y ait forcément un clash des civilisations, il peut y avoir un ajustement. Et ma figure, c'est celle de la mosaïque. C'est-à-dire, dans la mosaïque, qu'est-ce qui se passe? Chaque pièce garde sa spécificité, sa couleur, sa configuration. Et pourtant, ça cohère ensemble, ça tient ensemble. Voilà un peu, moi, ce qui me paraît être une des spécificités de la postmodernité, la mosaïque, pour dire bref. C'est-à-dire, vraiment, à la fois, chacun garde sa culture, sa forme spécifique d'être et de penser, et il peut y avoir une cohésion, une cohérence de l'ensemble. C'est d'une certaine manière, c'est ça l'oxymore postmoderne. Moi je dis orientalisation du monde. Voilà, en m'inspirant de Gilbert Durand, parlant d'Orient mythique, c'est-à-dire fondamentalement des valeurs qui n'étaient pas dans le laboratoire européen, dans le laboratoire moderne. Pour moi, la postmodernité, elle est plutôt à regarder du côté du Japon, du Brésil, des pays que je connais, on va en trouver bien d'autres, certainement la Chine en tout cas. C'est là le laboratoire de cette postmodernité, parce qu'il y a justement une conjonction de choses opposées. Voilà. Donc non pas la réduction au même, non pas la réduction de l'altérité au même, mais la composition, encore une fois, des diversités qui arrivent à une forme de cohérence. Pour moi, c'est l'orientalisation du monde.